Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Mesmer. Bienvenue, bonjour Mesmer. Merci de me recevoir, hein, merci. Oui, merci de venir nous voir. Alors, tu es l'hypnotiseur tout simplement le plus connu de la francophonie et probablement même du monde. Ah, Tu as d'abord été hypnothérapeute, tu as permis à l'hypnose de se démocratiser grâce au spectacle. Plus d'1,5 million de personnes ont déjà vu ton spectacle. Tu as déjà hypnotisé plus de 130 000 personnes. Oui, on a bien entendu, 130 000 personnes. Et tu détiens le record du monde d'hypnose collective, 850 personnes hypnotisées en 4 minutes. Ouais. Plus impressionnant encore, le phénomène que tu as créé suscite l'intérêt des chercheurs et de la médecine traditionnelle. Tu travailles avec eux. Alors, tu connais le principe de l'émission. Ce qu'on va faire, c'est explorer à travers ton parcours exceptionnel tes émotions, tes ressentis, ton esprit pionnier et on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des étapes clés dans ton parcours. On va essayer de comprendre la manière avec laquelle eh bien, tu réfléchis, tu prends tes décisions. Ah oui, on va essayer. On va essayer de rentrer dans le cerveau de Mesmer. Tiens, alors, j'aimerais ça, moi. Bon, ce qui se passe, tu ne portes rien à rien. Oui. Alors, c'est parti. Tu es né en 1971, tu es canadien. Oui. À 7 ans seulement, tu te passionnes déjà pour une science atypique, l'hypnose. Comment tu as découvert l'hypnose ? J'ai plongé là-dedans tout jeune. Mon grand-père connaissait déjà les techniques d'hypnose. Il avait un livre sur les techniques d'hypnose. Ce livre-là était donné aux étudiants qui voulaient être hypnothérapeutes à l'époque. On parle de 1900. C'est un livre qui a été écrit en 1895. Alors, déjà, mon grand-père a eu ce livre en 1930. Lui, il l'avait acheté parce qu'il voulait apprendre à maîtriser justement cette technique d'hypnose. Il était jockey, il faisait des courses avec les chevaux. Il dit, écoute, si j'hypnotise mon cheval, je vais être capable de gagner les courses. Lui, je dis, finalement, l'histoire ne sait pas s'il a réussi ou pas, mais je pense que non, parce qu'il n'a jamais été riche avec ça. Non? Alors, je pense qu'il a mis le livre sur les tablettes et moi, je l'ai récupéré. Il me l'a donné quand j'avais 7 ans. Alors, j'ai commencé. Alors, comment on explique l'hypnose à un enfant de 7 ans? Il m'a donné le livre, il ne me l'a pas expliqué. C'est moi qui ai été curieux, je l'ai lu parce que pour moi, c'était un livre magique. C'était devenu un grimoire. On enseignait comment hypnotiser une personne. Alors, déjà à 7 ans, je comprenais un peu les mécaniques, le principe de faire dormir quelqu'un. On disait dormir à l'époque, mais on comprend aujourd'hui que c'est pas vraiment dormir. On éveille la conscience, le subconscient. Mais bref, j'ai tombé là-dedans et à 8 ans, j'ai fait des tests avec mes amis et ça a vraiment fonctionné instantanément. Et là, j'ai fait OK, c'est bon. Là, tu as failli casser le bras à un de tes amis. Non, j'ai pas cassé, j'ai failli casser. Oui, parce que tu lui as dit, bon alors maintenant, tu ne peux plus bouger ton bras. Il ne bouge plus. Hein, et finalement, après 30 secondes de programmation, de suggestion, il ne pouvait plus plier son bras. Et même moi, au début, j'y croyais pas. Je dis, arrête tes conneries, t'es capable de plier ton bras. Tout le monde est capable de faire ça. Il dit, non, je te jure, je peux pas le plier. Je dis, arrête. Et là, je prends le bras et j'essaie moi-même de le plier. Et j'ai entendu le coude qui a fait un craquement, ça a craqué. Lui, il s'est mis à pleurer parce qu'il était en panique. Et moi, j'ai vu mon ami de 8 ans qui était à côté de moi qui pleure. J'ai dit, OK, ça marche, c'est vrai. Là. Et finalement, par la suite... Mais tu savais pas le déprogrammer? Ça a pris 2 jours avant parce que tu avais appris à hypnotiser, mais pas à déshypnotiser. Exactement. Comment t'as fait? Non, mais ça a été rapide quand même. J'ai retourné dans le bouquin, j'ai vu les techniques pour enlever la suggestion et ça a fonctionné aussi. Et c'est à partir de là que j'ai vu que ça marchait et j'ai continué à pratiquer dans ce phénomène-là, dans ce domaine-là, toutes ces années. Et alors, donc, assez vite, tu as quand même déjà fait des spectacles d'hypnose dans des cercles privés, dès que tu étais adolescent. Ouais. Et puis, tu commences après ta carrière en cabinet en tant qu'hypnothérapeute. Tu as soigné beaucoup de gens? Tu soignais de quoi, en fait? Moi, j'ai fait quand même plusieurs années en hypnothérapie. Je ne peux pas te dire le nombre de personnes que j'ai traitées ou accompagnées. C'est beaucoup plus de l'accompagnement avec l'hypnothérapie. C'est pas 130 000. Hein? C'est un petit peu moins que 130 000. Ah, ben oui. Et 130 000, on est rendu au-delà de ça maintenant. Ah oui, j'ai des vieux chiffres, pardon. J'ai rendu tout près de 200 000 personnes maintenant que j'ai hypnotisé. Mais à l'époque, dans le cabinet, les gens venaient me voir, mais c'était souvent en dernier recours. Hein. Ils disaient, j'ai tout essayé, bref, je vais aller voir un hypnothérapeute. Et je trouvais ça dommage. Je trouvais ça tellement dommage que... C'est arrivé après, toute une phase où peut-être ça aurait été plus rapide, plus efficace de le prendre plus tôt. S'ils étaient venus déjà dès le départ, la motivation aurait peut-être été plus grande. Ça aurait aidé cette personne à se libérer, par exemple, de phobie beaucoup plus rapidement ou se libérer de la cigarette. Alors, quand ils venaient me voir, souvent, vu que l'hypnose avait mauvaise presse à l'époque, les gens venaient me voir en disant, j'ai tout essayé, j'ai rien à perdre, alors je vais aller voir un hypnothérapeute. Alors là, tu pars de loin. Il faut rebooster la confiance, il faut recréer le contact. Alors, il y a des étapes que maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire pour réussir à aller plus rapidement dans la thérapie.
Alors en 2007, tu rejoins le groupe Entourage, qui est une société canadienne de production de spectacles et de télévision. C'est comme ça que tu lances ton premier spectacle grand public, Fascinateur, en tournée donc, partout au Québec. Oui, absolument. Donc tu as décidé de passer de la thérapie au spectacle. Ici on voit là, donc c'est ta première affiche d'un très grand spectacle. Oui, ça fait un petit bout quand même. Hein. C'est pas très loin, mais en même temps, c'est loin. Et alors pourquoi tu es passé de la thérapie au spectacle? Tu t'es dit, il faut le démocratiser, il faut que ça se sache, quoi, que en fait, ça existe et que ça marche. J'ai toujours fait les deux. J'ai toujours fait du spectacle aussi pendant que je faisais de la thérapie. Et au final, la scène m'appelait. Je me suis dit, il faut réussir à démocratiser l'hypnose, il faut réussir à en parler, ramener l'hypnose à l'avant-plan. Et il n'y a rien de mieux qu'un spectacle où on va se divertir, on va rire, on va avoir du plaisir. Et à ce moment-là, je passe mon message que l'hypnose, notre cerveau, hein, c'est pas juste l'hypnose, mais notre cerveau, c'est puissant et on peut s'en servir. On a un coffre d'outils incroyable dans notre cerveau et qui peut nous permettre d'améliorer notre santé, nous permettre justement d'avoir des bons cycles de sommeil. Bref, on peut faire de grandes choses avec notre cerveau. Alors là, le spectacle me permettait d'avoir une belle vitrine dans tous les médias pour en parler. Les gens qui viennent voir le show, mais ils sont tellement bluffés qu'après, ils en parlent eux aussi. Ils vont consulter des hypnothérapeutes par la suite, des sophrologues, des trucs comme ça. Et bref, au final, je pense que je suis devenu, avec les années, on pourrait dire la locomotive ou la référence de l'hypnose moderne sur scène en spectacle. Et aussi tout ce qui est l'hypnose connexe au niveau de la thérapie, tout ça. Ouais. Donc il y a même un caractère un petit peu comique parfois dans ton hypnose. Le but, c'est ça, c'est de faire rire les gens par l'imaginaire de la personne qui vit l'expérience sur scène. Et moi-même, à chaque soir, écoutez, ça fait depuis au-delà de 40 ans que je fais des spectacles, là, et à chaque soir, je ris parce qu'il y en a un qui se démarque par sa réaction. Et je me dis, il a été chercher ça où? Le subconscient des gens, c'est tellement fertile au niveau de l'imaginaire, c'est ça qui nous surprend. Et moi, ce que j'aime, c'est d'envoyer une suggestion et de voir comment ça réagit. Et à chaque soir, moi-même, je ris, mon assistante rit, tout le monde rit parce qu'on est surpris par ce qui se passe sur scène. Ouais. On va regarder une vidéo de la manière avec laquelle tu combats le vertige, par exemple. Ah, OK. Nos deux volontaires ici vont réaliser le rêve de tout homme, c'est-à-dire voler. C'est vraiment beau, vous êtes au-dessus de Times Square. Regardez comment c'est beau. Il y a un avion! Dépêche-toi, on est plus vite! On est plus vite! Attention! Protégez-vous! Et je dois rectifier le tir, c'est que les gens qui sont dans les poches et qui volent, c'est des gens qui avaient le vertige à la base, parce que je fais un petit numéro où je découvre les gens qui ont la peur des hauteurs. Et quand je les vois, je leur dis, ah oui, mais venez ici. Et en quelques secondes, on change la perception dans leur esprit de la peur des hauteurs, par exemple, et maintenant, ils n'ont plus peur. Ils peuvent monter dans une poche, être montés sur scène comme ça, et sans aucune peur. Oui, sans aucune peur. Alors, c'est temporaire ou c'est permanent, tu penses? Dans le spectacle, c'est temporaire. C'est temporaire parce que je n'ai pas le temps de travailler avec eux à long terme, comme dans une thérapie. Quoique certaines personnes, avec une simple suggestion comme ça sur scène, se sont libérées de la peur des hauteurs. Mais en général, ça va prendre quelques séances pour réussir à implanter la suggestion, qu'elle reste là à long terme dans le subconscient. Qu'est-ce que tu entends le plus souvent comme retour du public? Ils ont des appréhensions avant de te voir. Alors je sais que j'ai vu des vidéos où même quand tu te mets dans la rue au Québec, les gens ils t'évitent, ils ont peur de te serrer la main parce qu'ils disent il va m'arriver un peu comme ça, c'est la peur de l'inconnu, je crois, la peur que je puisse prendre le contrôle de leur cerveau, de leur corps et tout ça, mais c'est une complicité qu'on crée entre la personne qui vit l'hypnose et moi qui est là pour la guider. Alors, moi, je suis là, j'ai pas de pouvoir magique non plus, hein. J'ai des techniques que j'ai développées avec les années qui m'aident à cibler les personnes très réceptives dans une foule et avec eux, je travaille. Nous sommes tous réceptifs à l'hypnose, à des niveaux différents, avec des techniques différentes, on peut vivre cette sensation. Et c'est pour ça que dans mon spectacle, je fais 3 tests de réceptivité. Un au début où je fais monter peut-être une quarantaine de personnes qui vivent l'expérience. Après l'entracte où je fais un autre test et là, on voit de plus en plus de gens réceptifs qui vivent l'expérience. Et à la toute fin du show, je fais une hypnose collective avec toute la salle, avec tous les gens qui veulent l'essayer. Et là, c'est là qu'on se retrouve avec 300, 400, 500 personnes sous hypnose qui vivent le dernier numéro du spectacle. Alors ça, c'est bluffant. On voit justement cette construction, ce build-up qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus réceptif plus le spectacle avance. Alors, tu es officiellement introduit à la France entière en décembre 2011 dans l'émission Mesmer plus qu'un hypnotiseur diffusée sur M6. Oui. Suite à ça, tu termines la tournée de ton premier spectacle au Casino de Paris devant une salle comble de 1500 personnes. Tu reçois le prix du spectacle le plus populaire
pour Fascinateur, ton spectacle au renommé, très renommé Gala Les Oliviers, qui récompense les meilleurs spectacles d'humour canadien. Alors d'ailleurs, c'est une catégorie humour. Et une petite anecdote là-dessus, c'est que moi, je ne suis pas un humoriste. Hein, et là, je suis dans la salle, je suis en nomination comme le plus grand vendeur de billets, de spectacles d'humour. Je dis, mais merde, si j'ai le trophée, c'est sûr que les humoristes vont m'arracher la tête. Et finalement, c'est mon nom, Mesmer Fascinateur. Ah! Et là, j'ai entendu dans la salle tous les humoristes faire... Ah. Je fais, oh, OK, non, je ne veux pas voler votre place, hein, ça va. Mais moi, l'humour, c'est pas moi qui apporte l'humour, c'est le public qui apporte l'humour, c'est la mise en scène qui apporte l'humour. Et l'hypnose, c'est mon véhicule qui amène l'humour. C'est aussi la nouveauté sur scène, en termes d'humour. Ah oui, mais c'est un show qui est très, très drôle. C'est pas que toi, justement, c'est... moi, je ne suis pas un humoriste en soi, c'est pas moi qui écris. Ouais, oui, je fais des liners quand même sur scène qui est humoristique, mais c'est la réaction des gens sur scène qui est humoristique. Et l'hypnose, c'est le véhicule qui amène l'humour sur scène. Alors, je crois que j'avais ma place dans ce gala et recevoir ce trophée, oui. Et c'est le début d'un succès fou, Stéphanie. Oui. Effectivement, un succès fou qui se traduit dans une avalanche de chiffres. Plus d'1,5 million de personnes ont assisté à vos spectacles au Canada, en Europe et plus largement dans la francophonie. Fascinateur de 2007 à 2012, Intemporel de 2012 à 2018, Hypersensoriel depuis 2017. En tout, vous avez hypnotisé près de 200 000 personnes et par 3 fois, vous avez battu le record mondial d'hypnose collective. D'abord en novembre 2015, vous hypnotisez simultanément 454 personnes en moins de 4 minutes. 3 mois plus tard, vous élevez ce record à 548 personnes. Et enfin, le 4 janvier 2017, 854 personnes tombent sous hypnose en moins de 4 minutes. Oui, absolument. Et à chaque soir, je fais ce même numéro à la toute fin où mon but, c'est d'hypnotiser le plus de gens possible. Et je vais tenter de battre le record. Hein. Prochainement, je vais tenter de battre le record et atteindre le chiffre magique de 1000 personnes en moins de 5 minutes. Alors, c'est mon but. Je travaille là-dessus et... écoutez, dans les Qu'est-ce qui compte le plus pour hypnotiser? C'est ta voix, c'est ta présence, c'est les visuels, c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. Il faut comprendre que l'hypnose n'est pas seulement regardez-moi dans les yeux et tout ça. C'est pas seulement ça. Tous les sens. En tout cas, de ma façon... Oui, tu n'utilises pas les visuels hypnotiques non, les miroirs tournants ou la spirale et tout ça. Non, je n'utilise pas ça. Il y a des techniques différentes. Il y a des techniques que j'ai inventées aussi pour réussir à fasciner les gens de façon rapide ou hypnotiser les gens de façon rapide. Alors, on doit stimuler tous les sens à la fois. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Tous les sens doivent être stimulés en même temps. Parce qu'on est tous sensibles à quelque part à la suggestion. Et il y a certaines personnes qui sont plus sensibles au niveau de l'ouïe, l'autre, ça doit être la vue. L'autre, une odeur peut faire plonger une personne dans un état d'hypnose. Et je le démontre sur scène avec une odeur, je peux hypnotiser des gens. On le fait dans le spectacle. Alors, tous nos sens doivent être stimulés. Et à ce moment-là, l'effet hypnotique s'enclenche rapidement. Moi, j'ai trouvé des recettes, justement, pour faire en sorte que le plus de gens possible ressentent quelque chose pendant le spectacle. Alors, comment tu fais pour être sûr qui sont en état d'hypnose? Je sais que sur scène, tu fais venir aussi des gens, des médecins, enfin des gens qui dans les émissions de télé, parce que sur scène, je ne peux pas emmener un médecin à chaque fois en tournée partout. Pour valider qu'effectivement, ils sont en état d'hypnose, qu'ils ne sont pas juste en train de se dire « Tiens, je vais faire ce que ce monsieur-là me dit parce que je trouve ça rigolo ». Mais au-delà de ça, c'est que j'ai des caméramans sur scène qui viennent prendre des gros plans, par exemple, de la pupille qui se dilate, la couleur de peau qui change, le rythme cardiaque qui accélère. Et dernièrement, j'ai fait une expérience. On a mis justement une montre qui capte le rythme cardiaque chez la personne. Et la personne, c'est arrivé comme ça a été improvisé. La personne a déjà sa montre et elle me montre sa montre. Elle me dit « Regarde, mon rythme cardiaque accélère. » Je dis « Ah ouais, t'es maintenant rendu à 90, hein? Oui. Ben, normalement, t'es à quoi? Ben, normalement, je suis à 68. Là, 90. On peut comprendre que l'excitation du moment, t'es sur scène. Et là, je regarde bien. On va travailler sur ton rythme cardiaque. Je m'approche de cette personne et elle est montée jusqu'à 112 et je l'ai hypnotisée comme ça en 2 secondes. Et une fois qu'elle était au sol, 112, 115, et une fois qu'elle est au sol, je lui dis maintenant tu te calmes, détends-toi, et ça a pris 2 secondes, et elle est redescendue à 68 comme ça en 2 secondes. Alors je pense que ça a été improvisé avec quelqu'un qui est arrivé comme ça, et ça m'a donné l'idée d'emmener ça sur scène pratiquement tous les soirs, et pour prouver aux gens que oui, l'effet, elle est là. Physiquement, on le sent. Et là, tu sais hypnotiser à travers un mur, par téléphone, par téléphone, en visio, texto, ça marche. Par texto, visio, ça marche. Non, maintenant, il y a plusieurs thérapeutes maintenant
gens qui se servent de la visio. Avec la pandémie, ça a été magique pour ça. Avec la visio, on peut hypnotiser quelqu'un. Exemple, tu es dans ton cabinet, l'autre, elle est chez elle, assis ou couché dans son lit. On peut faire cette séance. Moi, j'aime bien le contact direct avec la personne en cabinet parce que s'il arrive un truc où elle vit une émotion forte, il faut savoir la ramener. Ou s'il y a une coupure, par exemple, au niveau du Wi-Fi, il faut réussir à parler avec cette personne quand même. Mais, soit dit en passant, il n'y a aucun danger. Si je vous hypnotise et qu'on a une perte de connexion, le sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel. Donc je suis tranquille. Tu ne vas pas pouvoir m'hypnotiser par texto. Voilà, mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Alors, tu es aussi à la barre de l'émission Stars sous hypnose, en co-animation avec Arthur pour TF1. Alors, des stars viennent se faire hypnotiser par toi. Et donc, chaque épisode dépasse les 4 millions de téléspectateurs. Donc, c'est quand même un très, 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 très grand succès. Et alors, on a une question d'un invité surprise pour toi qui s'appelle Frédéric Lopez, qui est un présentateur, animateur télé extrêmement connu chez nous, qui, lui, a l'habitude d'emmener des stars à l'autre bout du monde, les faire voyager, tu vois, pendant 15 jours pour se projeter, par exemple, dans des sociétés très différentes de la nôtre et dans des paysages complètement différents. Et il a une question pour toi, parce que lui aussi, il travaille avec les stars, mais peut-être pas de la même manière. Ah oui. Bonjour Mesmer, donc moi j'ai l'habitude d'emmener les stars en voyage autour du monde, et vu que ce sont des voyages intérieurs, et je voulais savoir si vous aviez le sentiment qu'après ces voyages intérieurs, eh bien, elles avaient appris des choses sur elles, et qu'est-ce qui, en général, les transforme le plus. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Alors, est-ce que tu as appris des choses sur les stars que tu as hypnosées? Oui, absolument, parce que, exemple, un comédien, je me souviens, j'ai travaillé avec un comédien au Québec, et c'est un comédien très connu, il a l'habitude de faire des dramatiques, faire de l'humour et tout ça, et sous hypnose, ce comédien, je lui ai parlé, je lui ai dit, maintenant, tu seras dans tel ou tel endroit, et je lui ai fait faire un hangover, OK? Alors, il s'imagine avoir été en boîte, mais le lendemain, il n'a aucun souvenir de ça. On lui a fait un faux tatouage dans le dos, un peu à l'image du film, un faux tatouage dans le dos. Mais là, sous hypnose, il vit vraiment le truc, en boîte, tatouage et tout. Il se réveille avec une meuf qui est tout près de lui, qu'il ne connaît pas. Mais il a senti la colère. Quand il a vu qu'il avait un tatouage dans le dos, c'est un faux, mais lui, il croit que c'est un vrai. Et il a senti la colère. Et après cette expérience, il me dit, écoute, quand je joue la comédie à la télé, je vais dans une zone dans mon cerveau pour ressentir, exemple, la colère ou la tristesse. Il va dans une partie de son cerveau pour aller chercher ça. Mais il dit là, sous hypnose, je l'ai vécu. J'ai vraiment senti la peur, j'ai vraiment senti la colère. Alors, ils vont dans une zone différente pour vivre vraiment l'expérience. Alors, l'hypnose n'est pas du jeu, c'est vraiment personnellement quelque chose d'intense pour eux à vivre. Et aussi dans un état hypnotique, les stars découvrent justement leur capacité, leur force qui ne croyaient pas être possible. Mais cette force-là, c'est en eux. Ils peuvent aller maintenant la chercher une fois qu'ils ont fait le chemin vers le subconscient. Au-delà du divertissement, on t'a vu dans des émissions aussi à caractère plutôt scientifique et pédagogique. Stéphanie. Oui, effectivement, vous avez vu notamment dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, émission dans laquelle vous avez hypnotisé Michel Simès avec Adriana Carambeu, mais vous menez aussi en parallèle des expériences avec le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. L'objet de l'étude, l'induction rapide, l'art d'hypnotiser à une vitesse éclair. Et pour ce faire, vous avez hypnotisé des gens qui avaient des casques IRM sur la tête pour tester la réaction de leur cerveau et pour comprendre aussi pourquoi certains profils sont moins réceptifs que d'autres. Et si au départ, vous avez été appelé pour hypnotiser ces personnes, ces cobayes en quelque sorte, vous avez, vous aussi, fait l'objet d'une étude. Oui, absolument. C'est les casques des casques à EEG. On nous met des casques sur la tête, il y a 64 capteurs là-dedans, et là, ils enregistrent les fréquences de notre cerveau. On voit justement les ondes alpha, les ondes bêta, les ondes theta, les ondes delta, les ondes gamma. Et qui ont des niveaux de vibration différents. Des niveaux de vibration différentes. Et là, on a pu prouver justement qu'une personne dans un état d'hypnose, elle est vraiment dans les ondes alpha. Les ondes alpha sont beaucoup plus présentes dans la lecture à l'ordinateur, on le voit. Ou si j'essaie de les amener encore plus loin dans cet état de relaxation, mais on voit les ondes, justement, bêta, alpha, theta, les ondes theta qui sont là, qui sont encore stimulées. Et à ce niveau, les ondes theta, on peut faire des opérations arracher une dent sans douleur ou des trucs comme ça. Alors, on a pu voir c'est à 7 vibrations secondes. 7 vibrations secondes au niveau theta. Et à ce niveau-là, on peut faire l'extraction d'une dent, faire une petite chirurgie sans que la personne ait besoin d'anesthésie. Ça, c'est vraiment bluffant. C'est-à-dire qu'elle ne ressort pas de cet état-là? Non, exemple,
elle s'imagine à la plage, hein, par exemple. Elle s'imagine à la plage pendant qu'on lui arrache une dent, puis elle ne sent pas la douleur. Elle est là. Je l'ai fait dans mon émission de télé aussi avec une star sous hypnose. Tu arraches des dents? Non, on a fait l'épilation. Le mec s'est fait épiler pendant qu'il chantait la Marseillaise sans aucune douleur. Non, ça a été assez particulier, ça, ces phénomènes-là. Bref, oui, j'ai travaillé avec eux, le CNRS, et moi, pendant que je suis branché, hein, je me dis, écoute, je suis branché, j'ai un ordinateur qui lit dans ma tête, on va en profiter. Hein. Et moi, j'ai appris avec les années à rentrer dans cet état alpha ou rentrer dans les zones θ sur commande. Et là, je voulais me le prouver à moi-même. J'ai dit, OK, tu m'enregistres là? OK, parfait. Et là, on a vu que j'étais rendu en alpha. Attends, on va aller plus loin. En 7 secondes, les zones θ étaient là, on a pu le lire, tout ça. Mais le but de l'expérience, ça, c'était pour moi personnellement, mais le but d'expérience, c'était pour montrer que oui, une personne sous hypnose réagit réellement à l'état hypnotique. Hein. Alors, on voit dans le cerveau qu'il y a des zones physiques réelles, mesurables. C'est physique, mesurable, et on a pu le prouver. Et pourquoi une personne est plus sensible qu'une autre? On travaille encore à ça, à trouver pourquoi, le comment, pourquoi une personne en 10 secondes va plonger dans un état d'hypnose et que l'autre va prendre plusieurs séances d'1 heure avant de rentrer dans cet état-là. On a une piste de recherche maintenant qu'on appelle la connexion entre les êtres humains. C'est-à-dire que si on est un groupe de 8 personnes qui jouent au poker et qu'on lit votre cerveau avec ces casques à IRM, vous êtes tous dans la même vibration. Au même niveau, il y a une zone dans votre cerveau qui vibre à la même vitesse. Okay? Une vibration qui est mesurable, elle aussi. Elle est mesurable, on peut le voir. Et si on isole une personne du groupe et qu'on emmène une nouvelle personne, cette personne n'est pas ajustée au groupe, mais on le voit qu'il y a un ajustement qui se fait. Elle s'adapte au groupe ou le groupe s'adapte à elle. Alors, on a pu voir ça, on a pu mesurer ça. Alors, on est encore là-dedans à savoir, est-ce que l'hypnose peut créer cette synchronicité entre les personnes? Est-ce que c'est une façon, grâce à la synchronicité, qu'on peut créer l'hypnose plus rapidement? On est à la recherche de tout ça. Un réseau 6G. C'est comme un Wi-Fi. C'est comme le Wi-Fi. C'est un Wi-Fi, un Bluetooth. Prochain réseau. Je ne sais pas pourquoi on a été mettre toutes ces technologies alors qu'on avait tout dans la tête. Alors, je rappelle que tu démarres ton spectacle hypersensoriel en ce moment même au Grand Rex à Paris. Tu vas d'ailleurs franchir la barre incroyable des 100 représentations au Grand Rex. Au Grand Rex, oui, j'ai battu tous les records au Grand Rex. Il n'y a personne qui a fait 100 représentations au Grand Rex. C'est même plus que le Grand Bleu. Je ne sais pas si tu m'écoutes, mais Anthony Cavana, Canadien, maintenant Suisse ou peu importe, là, je ne sais pas, mais il y avait l'ancien record qui avait fait 45 représentations au Grand Rex. Et là, je lui ai parlé dernièrement, j'ai dit, Anthony, je suis rendu à 100 maintenant. Il dit, OK, parfait, alors une belle compétition entre nous deux. Alors, tu seras ensuite en tournée dans tous les Zéniths de France, 50 dates jusqu'en juin. Donc voilà, si vous aussi vous voulez ressentir l'inexplicable, vous avez sûrement un spectacle de Mesmer près de chez vous. Et c'est les dernières dates de Hypersensoriel. On finit, oui, le 26 juin, c'est les dernières dates que nous présentons d'Hypersensoriel. Si vous ne l'avez pas vu, venez voir le show. Si vous l'avez déjà vu, il y a eu beaucoup de changements depuis le début, parce qu'on avait commencé en 2017, il y a eu la pandémie, j'ai dû inventer des nouveaux numéros pour pas que les gens se touchent sur scène. Bref, c'est un show complètement différent de ce que vous avez vu. Si vous l'avez vu en 2018-2019, c'est différent. Oui. Et alors après la tournée, qu'est-ce qui se passe pour toi? Justement, tu dis c'est la dernière. Je travaille à monter un séminaire où je vais enseigner aux gens à maîtriser leur subconscient, à aller chercher ce coffre d'outils. Une sorte d'école? Ça va être un séminaire sur 2 jours, par exemple. Je vais en faire, exemple, ici à Paris, je vais en faire à Montréal, je vais en faire dans quelques endroits comme ça stratégiques où vous allez apprendre en 2 jours à maîtriser votre subconscient, atteindre votre subconscient et travailler à trouver des outils qui vous appartiennent. Hein. Vous avez un coffre d'outils dans votre tête incroyable, vous pouvez vous en servir et je vais vous montrer avec ce séminaire à vous en servir. Alors, il y aura une partie thérapie, une partie théorique, une partie pratique. Alors, vous sortez de là pas seulement qu'avec des théories, vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes descendu dans votre subconscient, vous allez apprendre à travailler avec votre cerveau pour vous aider dans votre vie, avoir des beaux cycles de sommeil, améliorer votre santé, se sentir mieux, se sentir bien. Ouais. Alors, dernière question de se quitter, un petit peu inattendu. Est-ce que tu sais aussi, parfois, par hasard, prévoir le futur? Prévoir le futur. Écoute, dans quelques minutes, je sais que je vais sortir du studio. Voilà, alors ça, c'est le futur proche. Oui, c'est ça. Ça, c'est bon. Mais non, c'est pas lié du tout. Enfin, je sais pas, par rapport à tout ce qu'on... Tu vois, évidemment, il y a un imaginaire assez fort autour de l'hypnose. Ouais. Donc, on se dit, pourquoi pas, vu qu'on a un pouvoir exceptionnel, peut-être qu'on en a un deuxième, puis un troisième, puis je sais pas. Mais il faut apprendre à écouter nos sens, il faut apprendre à s'écouter. Et tous nos sens nous parlent et on n'a pas conscience de tout ça. Et dans le spectacle hypersensoriel, vous allez prendre conscience de vos sens. Et vous allez voir que vos sens peuvent vous influencer et vous emmener très loin dans l'imaginaire. Alors ça, et l'imaginaire, c'est puissant chez certaines personnes. Hein? On voit que ça, dans le show, on le voit que ça va très loin.
Mesmer, un immense merci de nous avoir partagé ces émotions, ce parcours intellectuel aussi incroyable qu'inexplicable parfois. Merci à vous. Et très bien, quant à nous, eh bien, c'est le futur proche qu'on prévoit, nous aussi, très très bien. Le futur proche, c'est tout de suite, on se retrouve pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.